Je m'appelle Henri Lemoine, ancien juge d'instruction à Lyon. 40 ans de carrière, des centaines de dossiers et la certitude d'avoir tout vu. J'avais tort. Tout a commencé un soir d'hiver, dans le salon que j'avais moi-même rénové après la mort de Claire, ma femme. Ma belle-fille, Élodie, est arrivée avec un sourire figé et un grand ruban bleu dans les mains. C'est pour ton confort, papa Henri. Derrière elle, mon fils Julien regardait ailleurs, les bras croisés. Sous le ruban, il y avait un fauteuil roulant flambant neuf. Marque italienne, chromes étincelants, coussins ergonomiques. Je n'avais jamais eu besoin d'un fauteuil. Je marchais tous les jours, même après mes infarctus. Mais ce soir-là, j'ai simplement dit « Merci, c'est gentil ». Je savais déjà que rien n'était gentil. Le lendemain, le fauteuil trônait au milieu du salon comme un avertissement. Sur la table, un dossier beige attendait. Julien m'a parlé doucement, trop doucement. « Il faut qu'on parle de ton avenir, papa. » J'ai souri par réflexe professionnel. Quand quelqu'un disait « ton avenir » devant moi, ça signifiait toujours qu'il s'agissait du sien. Ils ont commencé à parler d'une aide à domicile, d'une gestion plus sûre de mes comptes. Je notais chaque mot mentalement, comme au tribunal. Aide, sécurité, gestion. Ces mots-là sentent toujours la manipulation. 3 jours plus tard, je découvre que ma carte bancaire ne fonctionne plus. Julien explique qu'il a mis en place un suivi pour éviter les oublis. Oubli? J'ai rédigé des ordonnances pendant 30 ans. Je n'ai jamais oublié une signature. Mais maintenant, je deviens un vieil homme fragile. C'est Élodie qui le dit à mes voisins, le ton compatissant, le regard appuyé. Henri a parfois du mal avec les papiers, vous savez. Je n'ai rien répondu. Je jouais mon rôle. Le vieux juge fatigué, celui qu'on sous-estime avant l'audience. Ce soir-là, j'ai sorti mon vieux carnet Moleskine. J'y ai noté « Première tentative de prise de contrôle, ton calme est ton arme ». Puis j'ai ouvert le tiroir du bureau. J'y ai remis la clé USB noire, celle que j'utilisais jadis pour les enregistrements d'audiences sensibles. Cette fois, ce n'était plus pour un suspect, c'était pour mon fils. Le silence est devenu une habitude dans la maison. Pas un silence paisible, non, un silence organisé. Élodie a fait changer les serrures pour plus de sécurité. Julien a installé une caméra à l'entrée pour surveiller les livraisons. Je n'avais plus besoin de clé. Tu as juste à sonner, papa. On te l'ouvre depuis le téléphone. Depuis leur téléphone. Chaque jour, quelque chose disparaissait. Mes vieux dossiers, mes photos, même le service de Claire. À leur place, des choses neuves, froides, sans mémoire. Leur monde prenait la place du mien, pièce par pièce. Je notais tout, sans réagir. Un juge ne s'énerve jamais sans preuve. Un matin, j'ai voulu appeler mon notaire, me Durand. Le téléphone fixe ne fonctionnait plus. Julien m'a tendu un portable simplifié, sans clavier numérique. C'est plus pratique, tu verras. Oui, pratique pour ne plus appeler personne. Je passais mes journées à lire des journaux que je n'avais pas choisis, à écouter une radio qu'il réglait sur de la musique douce. Il disait que cela m'aidait à rester calme. Je comprenais le message. On voulait que je me taise, mais je suis resté calme, parce qu'au fond, j'avais déjà commencé à observer chaque détail, chaque incohérence. Un jeudi, Élodie est rentrée d'un rendez-vous, le visage rouge, nerveux. Elle pensait que je ne voyais pas le courrier qu'elle tenait à la main. Un papier à en-tête notariale, cacheté. Je l'ai entendu dire dans le couloir « Tout sera signé avant la fin du mois » et Julien de répondre « Parfait. Après ça, on vend, on tourne la page. » Je n'ai pas bougé, mais j'ai ressenti cette vieille tension dans la nuque, celle d'avant un interrogatoire, l'adrénaline froide du doute confirmé. Le soir, j'ai trouvé dans la cuisine un dossier oublié, avec la mention manuscrite « Procuration permanente, signature prévue ». J'ai souri. J'avais enfin un premier élément matériel. Le lendemain, j'ai ressorti ma vieille trousse en cuir, celle que j'utilisais quand je devais vérifier une déposition. À l'intérieur, une mini-caméra à objectif pivotant, un bijou de technologie offert il y a longtemps par un collègue de la gendarmerie. Je l'ai placé derrière le miroir du couloir face au salon. Ce soir-là, j'ai entendu Élodie parler au téléphone, sa voix plus basse que d'habitude. Oui, il croit encore qu'il gère tout. On dira qu'il n'a plus toute sa tête.
Le médecin signera le papier, il me doit un service. Elle a ri. Un rire sec, métallique. Je n'ai rien dit. Mais dans ma tête, j'ai entendu la phrase que j'avais prononcée 1000 fois à l'audience. Madame, ce que vous appelez un malentendu, le droit appelle ça une intention. Je n'étais plus un vieil homme fatigué, j'étais de nouveau en service. Et cette fois, c'était ma propre affaire. Depuis ce soir-là, chaque geste de ma belle-fille avait un écho particulier, son parfum trop fort le matin, ses visites à des heures irrégulières, le murmure de son téléphone qu'elle croyait discret. Je laissais tout faire, mais ma maison était redevenue un tribunal, et moi, son greffier silencieux. La petite caméra fonctionnait parfaitement. Chaque jour, je transférais les fichiers sur une clé USB que je cachais dans une boîte de café vide dans le cellier. J'y ai déjà vu pire stratagème. Les coupables ont souvent peur du regard, jamais de l'habitude. Une après-midi, j'ai surpris Élodie dans mon bureau. Elle feuilletait mes documents bancaires. Quand elle m'a vu, elle a souri. « Je range un peu tes papiers, tu ne t'y retrouves plus. » Je n'ai pas répondu. Mais le soir même, j'ai photographié chaque page du dossier manquant. Le lendemain, le dossier avait disparu. J'ai contacté discrètement mon ancien collègue, Jean Morel, aujourd'hui vice-procureur. Je lui ai simplement dit « J'ai besoin d'un témoin officieux pour quelque chose de familial. » Il a compris sans poser de questions. Il m'a rappelé 1 heure plus tard. « Henri, enregistre tout, garde les originaux, ne parle à personne. » Je n'avais pas besoin de plus. La caméra a fini par capter une conversation capitale. Élodie parlait avec un homme, probablement le notaire. « Il signera, je te dis. Même s'il ne lit pas, il fait confiance, il est fatigué. » Et s'il demande à vérifier? On dira que c'est une mise à jour administrative. Le ton était banal, presque ennuyeux. Mais pour moi, chaque mot sonnait comme une pièce à conviction. J'ai alors commencé à construire un second plan. J'ai imprimé un double du document trouvé dans la cuisine, procuration permanente. Puis j'ai appelé mon médecin traitant, le docteur Vernier, un vieil ami de Claire. Il m'a reçu à la clinique, un soir, après la fermeture. Je lui ai montré une capture d'écran des échanges entre Élodie et le notaire. Il a baissé la tête. « Henri, ils ont tenté d'obtenir un certificat d'inaptitude mentale à ton nom. J'ai refusé, évidemment. » Je sais. Nous n'avions pas besoin d'en dire plus. Sur le chemin du retour, j'ai ressenti une étrange sérénité. J'étais de nouveau à ma place, face aux mensonges, mais armé de patience. Ce genre de bataille ne se gagne pas avec des cris, mais avec des preuves. Le lendemain, j'ai collé sur le mur du bureau une feuille blanche intitulée « Dossier Élodie, abus de faiblesse ». Sous ce titre, 3 mots. Objectif, vérité. Moyen, temps. Arme, calme. Le soir, elle m'a demandé si tout allait bien. J'ai répondu « Oui, tout est en ordre ». Et pour la première fois, c'était vrai. J'ai toujours cru que le silence était la meilleure des armes. C'est lui qui pousse l'autre à se dévoiler. Alors, j'ai décidé de me taire. Je me suis mis à marcher plus lentement, à chercher mes mots exprès. Je laissais tomber ma canne, feignais de perdre le fil d'une conversation. Élodie me regardait avec ce mélange d'impatience et de fausse compassion. Chaque soupir d'elle valait une confession. Elle croyait gagner. Je ne faisais que lui tendre la corde. Julien, lui, s'effaçait peu à peu. Il travaillait tard, ne posait plus de questions. Je voyais dans son regard qu'il savait, mais qu'il préférait ne pas voir. Il ne voulait pas d'un père, juste d'un héritage tranquille. Un matin, Élodie m'a accompagné à la mairie pour mettre à jour quelques papiers. J'ai signé lentement, 1 ligne, puis 2, tout en fixant le reflet dans la vitre derrière elle. La caméra que j'avais dissimulée dans la doublure de ma veste enregistrait tout. Ses gestes, son ton condescendant, les mots « autorisation permanente ». À la sortie, elle m'a félicité. « Tu vois, quand tu fais confiance, tout se passe bien. » Je lui ai souri. Oui, tout se passait bien. Le soir même, j'ai reçu un appel de Jean Morel. Il m'a dit d'une voix basse « Continue ton rôle. On va les laisser croire que tout est prêt, et quand ils bougeront, on sera là. » Ces mots m'ont ramené 20 ans en arrière, à mes enquêtes sur les fraudes familiales. Les affaires les plus cruelles n'étaient jamais celles de sang. Elles naissaient toujours autour d'une table, entre les mains de gens polis. Pendant plusieurs semaines, j'ai maintenu cette comédie.
Je laissais Élodie gérer mes comptes, signer des courriers, organiser mes visites médicales. Je lui faisais confiance devant témoins pour qu'elle ait l'impression d'être irréprochable. Chaque document qu'elle manipulait, chaque phrase qu'elle prononçait, je les consignais dans un cahier caché sous le matelas. Puis un jour, elle a franchi la dernière ligne. Elle m'a annoncé qu'elle avait pris rendez-vous chez un notaire pour finaliser la procuration définitive. Sa voix tremblait à peine. Elle était sûre d'elle. Je n'ai pas refusé. Au contraire, j'ai dit calmement « C'est bien, il faut que tout soit en règle ». Cette phrase l'a apaisée, comme un anesthésique, mais dans ma tête, le plan était déjà complet. J'avais préparé un second rendez-vous, le même jour, à la même heure, dans un autre lieu. Pas un cabinet discret, une cérémonie publique, à la salle des fêtes de la mairie, où j'allais recevoir une médaille d'honneur pour mes années de service judiciaire. Il y aurait des journalistes, des voisins, des élus, et parmi eux le notaire, convoqué par Jean pour formalité de signature. Je savais que ce jour-là, tout basculerait, mais je continuais à jouer, à sourire, à trembler un peu plus à chaque visite, comme un acteur qui prépare la scène de sa vie. Le soir, j'ai regardé la caméra du salon. Élodie parlait à Julien, persuadé que je dormais. Une fois la signature faite, il n'aura plus rien à dire. C'est légal. Et après, on revend tout. Il comprendra quand il recevra la lettre. Julien n'a rien répondu. Il s'est contenté de hocher la tête. J'ai fermé l'écran et j'ai murmuré « La lettre, c'est moi qui vais l'écrire ». Ce matin-là, le ciel était d'un gris mat, sans promesse. J'étais dans la véranda, un café à la main, quand j'ai entendu la voiture se garer. Élodie est entrée avec un grand sourire et un ruban rouge entre les doigts. Derrière elle, 2 livreurs portaient un fauteuil roulant, brillant, trop neuf, trop cher. « C'est pour ton confort, papa Henri ». J'ai levé les yeux vers elle, sans rien dire. Elle a pris mon silence pour une faiblesse. Grave erreur. Le fauteuil trônait bientôt au milieu du salon, face à la télévision. Élodie caressait les accoudoirs comme si elle présentait un trophée. « Tu verras, ça te changera la vie ». Elle ignorait que la caméra cachée, juste au-dessus du buffet, filmait la scène entière. Chaque mot, chaque sourire, chaque regard. Je me suis assis dedans, lentement. Le cuir était froid, la mécanique parfaite. J'ai senti le métal contre mes mains comme une arme polie, puis j'ai dit calmement « Merci, Élodie, il est solide ». Elle a ri, satisfaite. C'était la dernière fois qu'elle rirait ainsi. Le soir, j'ai transféré la vidéo sur ma clé USB. Le fichier pesait lourd, comme une preuve irréfutable. En le regardant, je me suis surpris à penser à Claire. Elle, au moins, aurait vu le danger dès le premier café offert avec trop de sucre. J'ai murmuré « Tu me connais, ma vieille, j'ai encore un dernier dossier à boucler ». Les jours suivants, tout s'est accéléré. Julien parlait d'assurance, de vente future, d'évaluation du bien. Élodie multipliait les appels avec le notaire, persuadée que le vieux juge avait rendu les armes. Je la laissais faire. Le piège devait se refermer de lui-même. La veille de la signature, Jean Morel m'a appelé. « Henri, tout est prêt. On aura un officier de gendarmerie discret dans la salle, et le notaire sera là. On enregistre tout. » Je l'ai remercié. Ma voix tremblait légèrement, pas de peur mais d'anticipation. Après tant de mois de silence, la vérité allait enfin respirer. Le lendemain, au lever du jour, j'ai mis ma veste de cérémonie, celle en laine grise que Claire aimait tant. Élodie est arrivée avec le fauteuil. « Allez, installe-toi, je t'emmène signer. Ce sera vite fait. » J'ai hoché la tête, docile. Elle m'a poussé vers la voiture, rayonnante, certaine de sa victoire. Mais moi, je regardais déjà plus loin, vers la grande salle municipale, pleine de chaises alignées, de micros et de caméras. Sur la route, je lui ai dit doucement « Tu sais, Élodie, la justice, c'est comme une horloge. Quand on croit qu'elle est arrêtée, elle prépare juste son prochain coup. » Elle a ri, croyant à une de mes vieilles phrases de juge fatigué, mais ce n'était pas une phrase, c'était un verdict. La salle municipale était pleine ce jour-là. Des tables couvertes de nappes blanches, un micro au centre, quelques caméras locales. On venait me remettre une médaille pour service à la justice. Ironique, pensais-je. La justice, justement, allait parler. Élodie poussait doucement le fauteuil, le visage radieux. Elle saluait les élus, serrait des mains, jouait son rôle de belle-fille dévouée.
Henri tient à être présent malgré sa santé fragile. Les gens l'applaudissaient, attendris. Personne ne voyait le piège, pas encore. Sur l'estrade, le maire a prononcé un discours sur l'intégrité, la vérité et la dignité du service public. Je l'écoutais, impassible, le regard fixé sur un point au fond de la salle. Jean Morel, assis au 3e rang, m'a fait un signe discret. C'était le moment. Quand le maire m'a tendu la médaille, j'ai pris le micro. Ma voix était calme, posée. Merci, monsieur le maire. La justice, c'est ce qui reste quand tout le reste s'effondre, et parfois elle commence chez soi. Un léger murmure a traversé la salle. Élodie, derrière moi, s'est figée. J'ai sorti de ma poche une clé USB noire. Sur cette clé, il y a les enregistrements de 3 mois de vie familiale. 3 mois où j'ai appris que la trahison ne vient pas toujours des ennemis. Je l'ai branchée sur l'écran derrière moi. L'image s'est allumée, la vidéo du fauteuil, du salon, de sa voix. C'est pour ton confort, papa Henri. La salle est devenue silencieuse. On n'entendait plus que le souffle du projecteur et la phrase qu'elle avait dite, cette phrase devenue preuve. Sur les images suivantes, on la voyait rire au téléphone, évoquer la vente, parler de certificat médical. Puis sa voix. Bientôt, il signera tout sans regarder. À cet instant, Élodie s'est avancée, blanche comme la nappe. C'est un montage, il ment. Mais la gendarme postée au fond s'est déjà levée. J'ai continué sans hausser le ton. Je n'ai pas cherché la vengeance. J'ai cherché la vérité. Et la vérité, madame, c'est que vous avez essayé de faire d'un homme un objet. D'un père, une signature. Les murmures se sont transformés en silence lourd. Jean s'est levé, a tendu une enveloppe au maire. Plainte déposée ce matin, avec preuve matérielle. Tout était dit. Élodie a reculé, le regard vide. Julien, derrière, n'a pas bougé. Il a simplement baissé la tête. Je n'ai rien ajouté. Je savais que la justice, à présent, ferait son travail. Le soir, je suis rentré seul. Le fauteuil était toujours là, au milieu du salon. Je l'ai tourné vers la fenêtre et je m'y suis assis. Pour la première fois, non pas comme victime, mais comme témoin. Témoin que la vérité finit toujours par trouver sa place. 3 mois ont passé depuis ce jour-là. Le dossier Élodie Lemoine, abus de faiblesse, faux et usage de faux, suit son cours. Je n'ai pas remis les pieds au tribunal. Je laisse la justice faire son travail. Elle n'a plus besoin de moi. La maison a retrouvé son souffle. Chaque matin, j'ouvre les volets, je fais chauffer du café et je m'assois dans ce même fauteuil. Celui-là même qu'elle m'avait offert pour mon confort. Il est devenu un symbole, non pas de faiblesse, mais de victoire tranquille. Les voisins viennent parfois prendre des nouvelles. Certains murmurent qu'ils ne se doutaient de rien. Je ne leur en veux pas. On ne voit pas toujours la manipulation quand elle porte un sourire. Julien ne m'a pas recontacté. Je ne lui en veux pas non plus. Il vivra avec le souvenir de ce jour, et peut-être un jour avec la honte. Mais la honte, ce n'est pas un châtiment, c'est une forme de mémoire. J'ai donné une partie de mes économies à une association pour les personnes âgées victimes de fraude familiale. Chaque fois qu'un dossier arrive, je reçois un appel, un témoignage, une voix tremblante. Toujours la même histoire, racontée autrement. Un proche, un papier, une confiance trahie. Alors je réponds, ne cherchez pas la vengeance, cherchez la preuve. Elle ne vieillit jamais. Le soir, quand le soleil tombe derrière les arbres, je reste assis dans le fauteuil. Je ferme les yeux et j'écoute la maison respirer. Pas un bruit de mensonge, pas un mot de trop. Seulement la paix. Et parfois, à voix basse, je murmure « Tu vois, Claire, le dernier dossier est clos. Et cette fois, la justice portait mon nom. »